La méditation transforme votre cerveau. De nombreuses études montrent qu'elle induit des changements profonds dans l'anatomie cérébrale. Un peu comme la musculation pour la fibre musculaire, elle stimule la croissance, le renforcement et la performance de certaines zones de notre cerveau. Méditer, ce n'est pas fermer les yeux et ne rien faire, bien au contraire. C'est un acte de concentration qui mobilise votre attention volontaire. Vous n'êtes pas oisif, pris par les tourments de vos pensées ou distrait par le bruit du vent dans vos oreilles, mais ici et là, présent, attentif et vigilant. L'état qui en résulte s'apparente à un état de clarté, de vivacité d'esprit ou de présence consciente. C'est un état qui s'avère très bénéfique pour notre santé cognitive. Si on considérait la méditation comme une discipline, on pourrait dire qu'elle est composée de différentes familles d'exercices, plus ou moins ciblés, et dont les bienfaits varient. Logiquement, certains exercices stimuleront majoritairement certaines régions de notre cerveau, et donc contribueront à entraîner davantage certaines aptitudes de notre esprit. Par exemple, des exercices nous invitant à prendre du recul sur nos émotions aideront à les réguler, là où des exercices d'attention focalisée mobiliseront davantage notre concentration. Aujourd'hui, ça fait des milliers d'années qu'on pratique la méditation, un peu partout dans le monde, sous différentes formes. Et ça fait plus de 50 ans qu'elle a été laïcisée, étudiée et décortiquée par la science. Et on commence à plutôt bien la cerner. Mais alors comment est-ce qu'elle contribue à transformer notre cerveau ? Le cerveau est un organe d'une immense complexité. Bien que l'état des connaissances soit en évolution perpétuelle, nous sommes encore loin de tout comprendre. En plus, les moyens disponibles pour observer son activité sont assez limités. Donc même si d'un point de vue extérieur, ces dispositifs sont impressionnants, ils ne suffisent pas encore à éclairer toutes les zones d'ombre. Et nous ne sommes pas aveugles pour autant. Alors pour observer le cerveau d'un méditant, il y a plusieurs options. La première et la plus simple consiste à mesurer l'activité électrique cérébrale grâce à un dispositif d'électrodes disposé sur le cuir chevelu, qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Les électrodes sont positionnées à des endroits spécifiques suivant un dispositif qu'on appelle le système 10-20, ce qui permet de garantir une cohérence dans les enregistrements d'un patient à un autre. Naturellement, le cerveau produit des signaux électriques en raison de l'activité des neurones et l'électroencéphalogramme enregistre les fluctuations de cette activité et chaque électrode mesure la différence de potentiel électrique entre deux points du cuir chevelu, ce qui crée une série de tracés qu'on appelle les tracés électroencéphalographiques ou les tracés EEG. Ça permet aux chercheurs et aux cliniciens d'analyser l'activité cérébrale en temps réel. Sur ces tracés, on observe des courbes ondulantes qui correspondent aux résultats combinés de l'activité électrique de nombreuses cellules nerveuses qui agissent simultanément dans une région donnée de notre cerveau. Ces courbes sont donc une interprétation de l'activité de millions de neurones retranscrits dans un langage rendu intelligible qu'on appelle les ondes ou les fréquences cérébrales. Alors on obtient 5 ondes dont vous avez certainement déjà entendu parler, bêta, alpha, θ, delta et parfois gamma. Souvent, pour simplifier, on dit que chacune de ces ondes correspond à un état de conscience. Bêta correspond à un état d'éveil actif ou de concentration. Alpha correspond à un état de calme ou de relaxation. θ à un état de rêverie légère ou d'imagination. Et delta à un état de sommeil profond. Quant à gamma, on en parlera un petit peu après. Mais en pratique, toutes ces ondes sont observables simultanément et en réalité, on ne peut que constater une dominance. Par exemple, dans un état de conscience normal ou dit éveil actif, on constate une dominance des ondes bêta. Mais les autres ondes comme alpha ou θ peuvent toujours être présentes en arrière-plan. C'est vraiment la dominance qui nous dit l'état de conscience. Et dans le cas de la méditation, les graphiques révèlent généralement une augmentation des ondes cérébrales de type θ et alpha, ce qui suggère un état de relaxation doublé d'une forme de concentration calme, ce que nous on aime bien appeler la présence. En fait, c'est un état de calme et d'attention. Des études ont aussi montré que des méditants expérimentés pratiquant la méditation de pleine conscience ou des méditations de type tibétaine pouvaient présenter pendant leur pratique une augmentation des ondes gamma. Ce qui suggère que ces séquences méditatives pourraient favoriser une meilleure connectivité cérébrale et une plus profonde intégration de l'information. Mais la recherche n'a encore rien conclu à ce sujet. Et en plus, chacun a une carte unique d'activité cérébrale reflétant sa propre neurodynamique. Ça signifie que les tracés EEG peuvent être très distincts d'une personne à l'autre, même si elles réalisent la même tâche ou pratiquent la même méditation. Et maintenant, si on montait en précision, parce que la seule observation des ondes cérébrales ne nous en dit pas beaucoup sur les régions du cerveau en action pendant la pratique. Alors là où l'électroencéphalogramme est limité, c'est l'IRM qui va prendre le relais.
Et en effet, depuis les années 2000, l'imagerie cérébrale a joué un rôle croissant dans l'observation des cerveaux en méditation. Pour faire simple, lorsqu'une région du cerveau devient plus active, elle a besoin de plus d'oxygène et de nutriments. Alors, pour répondre à cette demande, les flux sanguins augmentent dans cette zone. Et l'IRM mesure ce changement pour mettre en évidence les régions cérébrales impliquées. Ensuite, les chercheurs comparent les images avec celles d'un cerveau au repos, ce qui permet d'obtenir une sorte de carte des zones activées par la méditation afin d'observer la différence avec un état neutre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? Premièrement, on constate que la méditation en pleine conscience réduit l'activité d'une région impliquée dans notre réponse au stress et à nos réactions émotionnelles, l'amygdale. Et dans le même temps, l'imagerie montre une augmentation de l'activité du cortex préfrontal, responsable entre autres de la régulation de nos émotions et de la prise de décision, ce qui développe notre conscience émotionnelle et améliore notre capacité à gérer intelligemment les états intérieurs douloureux. Deuxièmement, de nombreuses études confirment une forte implication des régions cérébrales responsables de l'attention et valident l'idée selon laquelle méditer renforce significativement l'aptitude à rester concentré. D'ailleurs, l'IRM a aussi montré que la méditation en pleine conscience stimule une diminution de l'activité de ce qu'on appelle le réseau par défaut, qui est associé à la pensée errante ou à la distraction. Mais la méditation transforme aussi la structure du cerveau. Et en combinant différentes techniques d'imagerie, les chercheurs ont observé des modifications dans son anatomie. Plusieurs études ont montré une augmentation de la densité de la matière grise dans certaines régions. Ce qui signifie que ces régions cérébrales sont plus denses en cellules nerveuses ou en synapses. Pour le dire plus simplement, le réseau neuronal se développe. Il y a plus de neurones et plus de connexions. C'est le cas par exemple du cortex préfrontal. Vous vous souvenez, centre de régulation des émotions et de la prise de décision, mais aussi de nos raisonnements rationnels et de notre esprit critique. Et nous avons dit plus tôt qu'une action peut impliquer plusieurs régions cérébrales différentes simultanément. C'est pour ça qu'on peut aussi observer une augmentation de la matière grise dans d'autres régions, comme le cortex cingulaire, l'insula et l'hippocampe. Le cortex cingulaire, et particulièrement sa partie antérieure, est impliqué dans la réponse et la régulation émotionnelle, mais aussi dans notre sensibilité à la douleur. Ce qui suggère que l'augmentation de la matière grise dans cette région contribuerait à renforcer notre esprit face à la douleur perçue. L'insula, lui, véritable tableau de bord intérieur, identifie et transmet des informations sensitives et jouerait aussi un rôle dans les processus de prise de conscience. D'ailleurs, l'imagerie cérébrale a également montré qu'avec l'amygdale, il intervient dans la prise de décision, ce qui rappelle à quel point nos choix sont influencés par une dimension à la fois émotionnelle et physiologique. L'hippocampe, quant à lui, qui est aussi stimulé, c'est un peu notre carnet de notes mental. Il enregistre nos souvenirs, leur donne une charge émotionnelle et nous aide à construire notre propre expérience personnelle du monde. Alors en faisant de la méditation, c'est comme stimuler et renforcer ces différentes parties de votre cerveau. Et en ce sens, on peut vraiment dire que c'est un entraînement qui muscle votre esprit. Maintenant, on peut se demander au bout de combien de temps il est possible d'observer ces résultats, parce que tout le monde ne se voit pas forcément méditer 40 000 heures dans sa vie. En fait, beaucoup d'études menées sur la méditation sont basées sur l'observation des bénéfices du programme MBSR, créé par le médecin psychiatre Jon Kabat-Zinn, sur des débutants sans expérience. C'est un programme de 8 semaines qui comprend une séance collective de 2h30 par semaine, une immersion de 6 à 8 heures le 6e jour et une pratique recommandée quotidienne d'environ 45 minutes. Un peu comme des devoirs à la maison. Mais dans les faits, les participants font un peu ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, les études rapportent souvent une moyenne de pratique quotidienne qui est plutôt autour de 25 minutes. Et en cours, il y a des explications théoriques, et donc ils ne pratiquent pas vraiment pendant 2h30 chaque semaine. La plupart des études relèvent une différence de pratique qui est assez importante entre les élèves et qui ne corrèle pas forcément avec les changements anatomiques produits dans le cerveau. Ce qui signifie que ce n'est pas le temps de pratique qui est le principal moteur de ces métamorphoses, mais le programme dans son ensemble. Et encore plus concrètement, la plupart des accompagnants conseillent de commencer par pratiquer à peu près 20 minutes par jour. Certaines études ont même évoqué l'idée que de courtes séances de 10 à 15 minutes permettent déjà d'induire des bénéfices intéressants, ce qui porte la moyenne minimale de temps de pratique à peu près 12 minutes. On est donc très loin d'une injonction insupportable. Et entre nous, intégrer une nouvelle habitude de 10 à 20 minutes par jour reste à la portée de la majorité des gens. Le truc, c'est que pour que ça marche, avant de décider quoi que ce soit, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et dans le cas de la méditation, la science a clairement confirmé ce qu'enseignent les moines depuis des siècles. Ensuite, des accompagnants chevronnés, des médecins ont laïcisé la pratique afin qu'elle soit compatible avec la philosophie de chacun. Et aujourd'hui, la plupart sont d'accord pour dire que la méditation améliore les capacités de l'esprit à gérer les différents mouvements de la vie.
Mais si on voulait être précis, la liste des bénéfices est assez longue. Réduction du stress et de l'anxiété, diminution des symptômes de la dépression, augmentation des capacités de l'attention et de la concentration, réduction des tensions artérielles, amélioration de la qualité du sommeil, diminution des douleurs chroniques, hausse des capacités de gestion émotionnelle, mais on constate aussi une amélioration du sentiment subjectif de bien-être, une augmentation de la compassion envers soi et envers les autres, une réduction des symptômes liés aux troubles de stress post-traumatique, un renforcement de la santé cardiovasculaire, et j'en passe parce que cette liste est très longue. Alors je ne sais pas ce qui vous touche le plus, mais ça fait quand même beaucoup de raisons de s'y mettre. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment bien démarrer. Et en général, on a tendance à suivre des méditations guidées sur Internet et aller un petit peu là où va notre intuition. Mais le mieux, c'est de commencer à être autonome directement, d'apprendre à pratiquer par soi-même, de connaître les exercices et de savoir comment pratiquer. Parce que c'est pas parce que vous testez une bonne méditation guidée qu'elle va marcher à chaque fois. Peut-être qu'à certains moments, vous serez configuré d'une autre manière et cette même méditation vous plaira moins. Ou peut-être que vous trouverez simplement pas la méditation qui vous convient le mieux. Pourquoi ne pas apprendre à méditer pour pratiquer lorsque l'envie vous vient ? Par exemple dans la nature, à un beau coucher de soleil, ou lorsque vous êtes en voyage face à une montagne, ou dans le désert. Vous pourriez vivre des méditations contemplatives incroyables sans avoir besoin de la guidance de qui que ce soit. Alors pour apprendre et intégrer une habitude à hauteur de 10 à 20 minutes par jour, je vous propose une méthode simple. Elle vous invite à pratiquer sans pression. Elle vous montre comment profiter des imprévus pour vous entraîner et elle vous initie à des stratégies intelligentes pour commencer à démarrer l'habitude dans votre quotidien. Mais le mieux serait de tester, alors je vous propose de me suivre dans 2 séances offertes. Je vais vous montrer comment démarrer une pratique intuitive et qui vous corresponde et comment l'intégrer dans votre quotidien. Cliquez sur le lien dès maintenant et on se retrouve à l'entraînement. Right now, this is the time to exhibit how conscious we are. As a generation of people, what sort of people are we?